Alors, il y a plusieurs personnes absentes. Alors, c'est bizarre parce que il y a des personnes absentes que je vais mentionner là, mais en fait, on a laissé les emplacements, c'est par rapport à la vidéo. Parce qu'en fait, tout le monde a un emplacement bien précis et du coup, après, c'est le bazar pour repérer qui parle. Donc, c'est pour ça. Donc, on se retrouve avec deux espaces vides. Voilà. Désolé. Philippe Pelletier a donné son pouvoir à Bernard Borger. Qu'est-ce qui se passe? Non. Virginie Brenet donc, a donné un pouvoir à Céline Ringard. Francis Beaufour a donné pouvoir à moi-même, Philippe Barré. Catherine Ménard a donné pouvoir à Madame Guinaud. Et en excusez, j'ai Céline Pubert et Delphine David. Voilà. Et il y a Cathy qui devrait venir, mais je ne sais pas. Si quelqu'un peut lui envoyer un petit message pour savoir où elle est. D'accord. Donc nous faut désigner un secrétaire de séance. Donc normalement ça doit être Catherine Ménard, mais comme elle n'est pas là, donc c'est Eric. Donc on va en inverse en fait, permute. Est-ce que tu es d'accord? Très bien. Pensez bien à mettre votre micro, parce que autrement on n'entend pas. Alors, compte rendu de la séance du 4 mai, est-ce que vous avez des remarques? Bon. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc il est adopté. Et dans l'ordre du jour, il y a le point 6, tarification périscolaire, entrée 2021. On en a parlé lors de la commission des finances la semaine dernière. Après réflexion, on préfère supprimer et prendre le temps de revoir ça calmement à la rentrée, à la prochaine rentrée. Voilà. Donc cette tarification et ce point est enlevé. Si vous en êtes d'accord. Pas d'opposition. Je vous remercie. Donc on va passer aux affaires financières, avec le premier point, l'approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur municipal. Donc je laisse la parole à Monsieur Gaudin. Donc le compte de gestion, ce sont les éléments que vous avez eus la semaine dernière en commission des finances. Donc le compte de gestion a une vision de l'actif de la commune. Vous avez également une vision sur l'historique des investissements, le montant des titres recouvrés ou non, le montant des mandats recouvrés ou non et le niveau de la trésorerie. Donc pour l'année 2020, le compte de gestion a noté en fait en prévision budgétaire totale sur la section d'investissement un total de recettes de 2 160 411,91 en équilibre avec la section dépenses. On relève également en titre de recettes émis 1 475 456,05 euros. En réduction de titres 17 252,33 euros, soit une recette nette de 1 458 203,72 euros en recette d'investissement. En dépenses d'investissement, les mandats émis s'élèvent à 1 330 141,30, l'annulation de mandat 14 395,85, et ça nous fait un total de dépenses nettes de 1 315 745,45. Ça nous fait donc sur l'exercice un résultat excédentaire de 142 458,27 euros. Sur la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires s'élevaient à 3 65 462,77 euros. Nous avons un total de titres de recettes émis de 2 985 636,18, des réductions de titres à hauteur de 7 150,87 euros. Ça nous donne des recettes nettes de 2 978 485,31. Des mandats émis à hauteur de 2 156 503,82 euros pour des annulations de titres de 2 823,77 euros. Ça nous donne des dépenses nettes de 2 153 680,05. Ça nous fait un résultat de l'exercice 2020 excédentaire de 824 805,26 euros. Ça nous fait, sur le total des sections,
un résultat excédentaire total de 967 263,53 €. Sur la version agrégée avec l'ensemble des budgets, donc les résultats à la clôture de l'exercice précédent 2019. Sur le budget principal, on avait en investissement un déficit de 153 154,65, un excédent de fonctionnement de 811 497,60. La part affectée à l'investissement en 2020 s'est élevée à 761 497,60. Les résultats de l'exercice 2020 qu'on vient d'énoncer s'élèvent à 142 458,27 € en excédent d'investissement et à 824 805,26 en excédent de fonctionnement. Ça nous donne donc un résultat de clôture de l'exercice 2020 sur le budget principal, un déficit en investissement de 10 696,38 € et un excédent de fonctionnement de 874 805,26. Sur le budget des Coteaux du Magny 2, on avait un résultat en clôture en 2019 excédentaire de 163 663,38 en investissement, un résultat en clôture 2020 déficitaire de 299 538,29 €. Ça nous donne un résultat en clôture de l'exercice 2020 déficitaire de 135 874,91 €. Sur les Coteaux du Magny 1, il n'y a eu aucune opération. Sur le budget assainissement, résultat à la clôture de l'exercice précédent, donc en 2019, en investissement, un excédent de 50 783,29 €, en fonctionnement, un excédent de 152 388,78 €. La part affectée à l'investissement pour 2020 s'est élevée à 43 416,71 €. Le résultat de l'exercice 2020 présente un excédent d'investissement de 15 609,08 € et un excédent de fonctionnement de 4 501,02 €. Ça nous donne un résultat en clôture de l'exercice 2020. En investissement, un résultat excédentaire de 66 392,37 € et en fonctionnement de 113 473,09 €. Ça nous donne donc un résultat total en clôture excédentaire de 179 865,46 €. Voilà. Est-ce que vous avez des observations ou des réserves ? Après, on a bien, je pense, abordé la question la semaine dernière, mais... Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Donc, les comptes de gestion, donc 2020, donc, sont acceptés. Donc, maintenant, c'est l'examen, donc le point 2, examen et vote des comptes administratifs 2020 de la commune, de l'assainissement, du lotissement Le Coteau du Magny et du lotissement Le Coteau du Magny 2. Et donc là, je ne peux pas prendre part au vote, c'est bien ça ? C'est ça. Pas besoin de... Non, c'est bon. Alors, le résultat des comptes administratifs. Donc, on va retrouver évidemment des chiffres un peu similaires à ce qu'on vient de voir sur le compte de gestion. Le compte de gestion est dressé par le trésorier. Le compte administratif est dressé par l'ordonnateur. C'est pour ça qu'il ne peut pas présenter les résultats de la commune en conseil municipal. Donc, les résultats du compte administratif, du budget principal de la commune en 2020. Donc en résultat reporté en excédent, il avait été inscrit 50 000 €. Les opérations de l'exercice, on vient de le voir, en dépenses totales de fonctionnement, on s'élève à 2 153 680,05 €. Les recettes s'élèvent à 2 978 485,31 €. Ça nous fait en totaux de fonctionnement donc 2 153 680,05 € en dépenses et 3 028 485,31 € en recettes.
Le résultat à la clôture montre un excédent de 824 805,26 euros. Donc en résultat définitif, 50 000 plus les résultats à la clôture, on se retrouve avec un excédent de 874 805,26. En investissement, on avait un déficit d'investissement de 153 154,65 euros. Les opérations de dépenses en investissement s'élèvent à 1 315 745,45 euros. Les recettes s'élèvent à 1 458 205,72. Ça nous fait un résultat à la clôture excédentaire de 142 458,27. Moins le déficit, on se retrouve avec un déficit final à la clôture de 10 696,38 euros. Ça nous donne donc sur les opérations d'ensemble un résultat de clôture donc sur les excédents donc de 874 805,26 euros et sur le déficit d'investissement de 10 696,38 euros. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le compte, sur le compte administratif du budget assainissement. Donc le résultat reporté était excédentaire de 108 972,07 euros. Les résultats de l'année 2020 montrent un total de dépenses de 127 216,47 euros en fonctionnement et de 131 717,49 euros en recettes de fonctionnement. Soit au total, donc 127 216,47 euros en dépenses et 240 689,56 euros en recettes. Le résultat à la clôture de l'exercice 2020 est excédentaire de 4 501,02 euros. Les résultats définitifs à reprendre donc, sont excédentaires de 113 473,09 euros. En investissement, l'excédent d'investissement reporté était de 50 783,29 euros. Le total des dépenses en investissement s'élève à 104 922,14 euros. Le total des recettes à 120 531,22 €. Ça nous fait un résultat à la clôture excédentaire de 15 609,08 euros. Ça nous fait un résultat définitif excédentaire en investissement de 66 392,37 euros. Ça nous donne une opération sur l'ensemble excédentaire à hauteur de 179 865,46 euros. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le compte administratif, les coteaux du Mani. Donc il n'y a eu aucune opération, il s'agit uniquement des opérations de stock, constatation du stock initial et suppression du stock final. Donc on a des opérations neutres à hauteur de 46 945,87 euros en fonctionnement, dépenses et recettes, et la même chose en investissement, dépenses et recettes. Il n'y a évidemment pas d'excédent ou de déficit. Des questions? J'ai appris mon texte par cœur. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le compte administratif, les coteaux du Mani 2, donc on a eu un total de dépenses de fonctionnement de 610 982,70 euros. On a eu le même montant de recettes. On est sur les opérations de stock et de déstockage, ce qui explique en fait l'équivalence. En investissement, on avait un résultat reporté excédentaire de 163 663,38 euros. On a eu un total de dépenses sur l'opération de 672 760,03 et un total de recettes de 373 221,74 euros. Ça nous fait un total de dépenses, donc 672 760,03, un total de recettes de 536 885,12. Ça nous fait un résultat à la clôture déficitaire de 299 538,29 € et un résultat définitif à reprendre
donc la différence entre le déficit du résultat de 2020 et l'excédent repris, soit 135 874,91 €. Donc ça nous fait, dans l'opération d'ensemble, un résultat définitif déficitaire à reprendre de 135 874,91 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point numéro 3, affectation des résultats de l'exercice 2020, budget principal et budget annexe, sur proposition de la commission des finances qui s'est réunie donc la semaine dernière. Donc allez-y Jean-Michel. Alors la commission des finances propose sur l'affectation du résultat de l'exercice 2020 d'opter pour le montant de 10 696,38 € en report en section d'investissement dépenses et la reprise du déficit. En affectation réserve obligatoire en section d'investissement, l'article 1068 qui doit couvrir impérativement le déficit, il a été proposé 824 805,26 € et reprise en report de section de fonctionnement en excédent 50 000 €. Alors en précision par rapport à cela, donc l'idée c'est de transférer une majeure partie donc, de l'excédent de fonctionnement en investissement, en sachant qu'en début d'année, donc la majorité municipale pensait faire un emprunt de 900 000 €, donc ça avait été évoqué dans le bulletin municipal. Étant donné qu'il y a la situation liée au Covid, les politiques contractuelles de la région et du département donc, ne sont pas opérationnelles en fait, tout simplement, parce qu'il y a eu un décalage dans les élections. Donc du coup, ça décale aussi dans le temps. On aura l'occasion de l'aborder au mois de juillet, dans un mois, lorsqu'on verra le budget supplémentaire et le PPI. Ça décale dans le temps certains projets, en particulier on aurait très bien pu commencer à faire un projet l'année prochaine, sauf que étant donné qu'on n'a pas les politiques contractuelles, pour dire les choses très simplement, c'est les demandes de subventions auprès de la région et du département. Du coup on décale d'un an en fait le projet qui aurait pu se faire l'année prochaine, et donc du coup en 2023 on en fera 2 au lieu d'1, voilà. Mais au final il se passera la même chose. Et l'autre point là par rapport à ce report de l'excédent de fonctionnement en section d'investissement, l'idée c'est de financer du coup les travaux de la bibliothèque, oui, et les travaux de la piscine, sans avoir recours à l'emprunt, pour continuer tout simplement le désendettement de la commune. On l'a pu le voir dans la commission des finances, là on hérite finalement d'une bonne gestion dans le mandat précédent, en particulier de Joseph Martin par rapport à ça. Donc on l'a bien vu, avec une baisse du taux d'endettement de la commune depuis 2016, avec plus d'1 million d'euros en moins en termes d'endettement. Donc on va poursuivre en fait cette logique jusqu'à la fin de l'année 2022, et du coup l'emprunt se fera à ce moment-là, ce qui nous permettra d'avoir une force de frappe plus importante encore qu'on avait. Déjà on est dans une situation très très confortable, mais ça nous permettra d'avoir une position encore plus, une force de frappe plus forte pour continuer, pour mettre en musique finalement le programme que l'on a défendu il y a un an. Voilà, mais je voulais quand même préciser ces points parce qu'ils me semblent importants, parce que derrière les chiffres, là, ça peut avoir une addition de chiffres, mais c'est important quand même d'expliquer un petit peu ce qui se passe derrière tous ces chiffres. Donc par rapport à cette affectation donc, en section d'investissement de 824 805,26 €,
Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il y a des oppositions, peut-être qu'il y a des interventions. Oui, tout à fait. Vas-y, Henri. Oui, à la dernière commission des finances, donc, s'agissant de l'emprunt, donc j'avais posé effectivement la question, puisque c'était inscrit dans les documents d'investissement. Donc il a été effectivement dit qu'il n'y avait pas le recours à ces 900 000 d'emprunt. Pour les raisons qui ont été expliquées puis redites actuellement. Donc ça, c'est une chose. Et donc, on prend en compte, nous, effectivement, qu'il n'y a pas cet emprunt, mais c'est plus davantage un contexte favorable financièrement, puisque le résultat est excellent. La gestion précédente, mais aussi le contexte de peu de travaux également, ont permis de dégager cette somme importante. Par contre, non. Ce qu'on souhaiterait avant le vote, c'est effectivement la précision d'utilisation de ces 824 000. C'est vrai que cela va autofinancer les deux gros travaux, deux gros chantiers qui sont commencés ou qui vont être commencés, notamment pour la piscine. Je crois qu'elle est commencée, la piscine. Pour la bibliothèque, ça a commencé aussi. Oui, la bibliothèque, effectivement, j'ai vu que c'était commencé. La première réunion pour la piscine, enfin Bernard pourra préciser, a eu lieu aujourd'hui, et par rapport à la bibliothèque, c'est depuis le début du mois. Enfin, non, depuis le début du mois de mai, pardon. On est déjà au mois de juin, excusez-moi. D'accord. Mais par contre, donc, les autres éléments, donc voilà, les lignes budgétaires ne sont pas, enfin, d'investissement, on ne les a pas sous les yeux, puisque du fait de cette somme ventilée, ça automatiquement, on se retrouve avec une actualisation de ce dossier investissement, recettes et dépenses. Après, j'entends, sauf que... ce qu'on n'a pas là. Oui, donc, certes. quelque part, on ne sait pas véritablement à quoi ça va être utilisé à l'euro près. C'est toi qui, dans le premier article dans le bulletin municipal, avait émis en fait, l'idée qu'on avait tendance parfois à être trop omnibulé par un budget tiré au cordeau. Ouais. Donc par rapport à ça, là, par rapport à ta question. C'est pas omnibulé, c'était un terme qui précisait en fait de compte la stratégie. Oui, mais tu vois que, mine de rien, on est quand même capable de faire preuve de souplesse et de s'adapter au contexte. Donc par rapport à ça, on est tenu par les délais, hein, c'est-à-dire qu'il faut le faire avant le 30 juin, ce que l'on est en train de faire là en ce moment, déjà, première chose, et que le budget supplémentaire, on le fait, alors en théorie, on le ferait plus au mois de juin, là pour des raisons extérieures, on va le faire au mois de juillet. Ceci étant, ok, au centime près, on ne sait pas à quoi ça va être utilisé, sauf qu'on sait très bien que cet argent va être utilisé massivement pour la bibliothèque et la piscine. Donc bon. Après, on a eu cette discussion l'autre jour. Pour moi, c'est pas. Je suis pas forcément d'accord, mais bon, après c'est pas grave, étant donné qu'en plus il va y avoir les précisions dans le cadre du budget supplémentaire, et que je pense que le fait de présenter un plan pluriannuel d'investissement, comme j'ai pu l'évoquer il y a une semaine, il n'y a pas beaucoup de communes qui le font. Hein. Même de la même strate que Saint-Hermine. Donc je pense qu'en termes de transparence, on est quand même pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, tout simplement? Vas-y, Catherine. Bien, de notre côté, on voudrait également se féliciter de cet excédent de fonctionnement hein, qui est très très bon et qui montre l'excellente gestion sous les derniers mandats de Joseph Martin. C'est pour ça que j'ai souligné d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il était extrêmement vigilant par rapport à ça, pour ceux qui l'ont connu. Donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres observations? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc je vous remercie. Donc 2 oppositions. On va passer au point suivant. Donc suppression d'une provision. Hein, ah pardon, ouais, pardon, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, je vais aller trop vite.
allez-y. Alors, le budget assainissement. Donc, la proposition de la Commission des finances est de reprendre en section d'investissement recettes l'excédent à hauteur de 66 392,37 € et la reprise en section de fonctionnement en excédent de 113 473,09 €. Il y a des réserves, des questions. Est-ce qu'il y a donc des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Vous pouvez continuer. Alors sur le budget du lotissement Coteaux du Mani 1, donc il n'y a pas d'affectation du résultat. Sur le budget les Coteaux du Mani 2, donc il vous est proposé de reprendre en section d'investissement le déficit de 135 874,91 €. Est-ce qu'il y a des remarques? On va passer tout à l'heure des ventes de terrain justement dans les Coteaux du Mani 2 et vous verrez que les parcelles du lotissement se vendent très bien. Donc c'est quelque chose de très positif pour la commune et pour tous les services, y compris l'école. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Et normalement, je crois que c'est bon, je peux passer au point suivant. Voilà. Alors, on va passer au point suivant. Suppression d'une provision pour risque au budget principal. Je vous laisse la parole, Jean-Michel. Alors, par délibération du 12 avril 2017, il avait été constitué une provision pour risque au sein du budget général de la commune. Et cette création, en fait, tenait compte d'un risque qui concernait une affaire contentieuse opposant la commune au consort Le Floch et Pilas suite à l'expropriation de terrain dans les secteurs de l'Anglais en 1999. Et c'est une affaire qui avait été relancée par assignation en 2013. Donc les provisions pour risque, justement, sont destinées à couvrir un risque ou une charge qui va générer une sortie de ressources vis-à-vis d'un tiers, et souvent quand c'est assez conséquent. Donc en fait, cette prévision pour risque s'élevait à 83 674,23 €. C'est une opération semi-budgétaire. Elle a été réalisée donc en 2017. Ça veut dire que ce montant-là a été stocké par le trésorier, par le trésor public, sur un compte à part. Et désormais, étant donné que l'instruction et puis les délibérés sont terminés, il n'y a plus de moyens de recours, eh bien cette procédure est terminée. Donc, il convient désormais de mettre fin à cette provision pour risque et donc, par délibération, il faut y mettre fin pour qu'on puisse réintégrer en fait ce montant-là au sein du budget principal de la commune. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Mets ton micro, ouais. Ça devient une recette de fonctionnement après? Oui, c'est ça, oui. Ça part en fonctionnement, oui, ça devient en fonctionnement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Henri. Oui, donc effectivement, c'est une bonne chose de récupérer cette provision déjà. Au risque d'être un petit peu rébarbatif, si nous avions travaillé le budget en février, mars ou avril, on a pris la décision en même temps, quoi. Donc voilà. Mais je suis pour, bien sûr. Tu verras à la fin du mandat, tu verras plein de vertus au fait d'avoir un budget principal au mois de décembre et un budget supplémentaire au mois de juillet. Je suis sûr que j'arriverai à te convaincre. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors on passe au point suivant, donc organisation du service périscolaire, avec le point 5. La présentation de l'organisation du service périscolaire à la rentrée 2021. Je vais laisser la parole à Céline Ringard, qui s'est occupée de ce dossier. Donc, la commune de Saint-Hermine organise le service périscolaire des écoles publiques du matin et du soir et celui de l'école Sainte-Marie depuis la rentrée 2018. Ce service s'effectue sur 3 sites, même 6 en période de crise sanitaire, présentant ainsi des difficultés d'organisation. Il a donc été envisagé de regrouper ce service en un seul lieu au sein de l'accueil de loisirs intercommunal. Donc, le fonctionnement actuel du périscolaire, c'est 3 sites
On a eu 6 en crise sanitaire. On a entre 6 et 8 agents en activité, environ 17 000 heures facturées, soit entre 20 000 et 24 000 euros de recettes, pour un coût de gestion du service qui oscille entre 55 000 et 60 000 euros. Cet objectif a fait l'objet d'une étude sur 3 critères. La première, l'étude qualitative, la deuxième, l'étude normative, et la troisième, l'étude financière. Donc, les avantages qualitatifs, cette approche de regroupement permettrait d'asseoir le service communal périscolaire en le dissociant totalement du choix parental de l'école. On obtient une neutralité des 2 sites. Rassembler les enfants du public et du privé, comme dans les clubs de sport. Sortir les enfants de l'enceinte scolaire. Ils ont une meilleure perception des temps et des activités. Et l'utilisation d'un logiciel de réservation identique à la communauté de communes. Les avantages normatifs. Éviter les locaux partagés avec l'école maternelle publique. Permettre l'accueil des moins de 6 ans à l'école Sainte-Marie dans des locaux adaptés, conformément à nos obligations de périscolaire déclarées. Éviter le partage de matériel avec l'école lorsque les locaux sont partagés. Enfin, l'étude financière, l'analyse du coût, les coûts mutualisés, utilisation des locaux de la Comcom, 10 800 euros par an. Le coût supplémentaire, le bus, à savoir 29 euros par transfert et par car, soit 8 352 euros par an. Une différence de frais de personnel du service. Donc sur une année normale, on aurait moins 6 014,97 euros. Les aides de la cave sur le transport, moins 2 000 euros. Et soit un coût supplémentaire de 11 137,03 €. On précise que ce nouveau service n'engendrait pas de modification des horaires de l'école. Il n'engendrait pas non plus une modification pour la rentrée des horaires du périscolaire. Il n'aurait pas non plus une augmentation des tarifs. D'où le fait qu'il y ait le point 6 qui soit supprimé. Je te remercie, Céline. Et donc il y a cette idée, je l'ai dit aussi, hein, cette idée de mutualiser, parce que mutualisation c'est bien, mais c'est bien de la mettre en pratique, hein, et donc d'utiliser un bâtiment existant, donc le centre de loisirs de Saint-Hermine, qui est un espace structurellement qui est bien, qui est neuf, qui est assez récent. Cette idée aussi de ne pas avoir des agents communaux qui aillent dans l'école privée pour s'occuper du périscolaire. Ça, j'ai eu l'occasion de le redire plusieurs fois. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise. Un agent communal, il va dans un bâtiment public. Donc j'y vois aussi cet intérêt-là. Et en effet, comme tu l'as dit, le fait que tous les enfants, quels qu'ils soient, en tant qu'herminois, ils aillent au centre de loisirs, en faisant pas de distinction entre privé et public. Alors certes, il y aura un coût supplémentaire de 11 137,03 €. Après, j'en profite aussi parce que j'aime bien mettre en perspective. Donc on a une réflexion par rapport à l'école, hein. L'école maternelle et l'école élémentaire, on l'avait dit il y a 1 an, l'idée de les regrouper donc sur le même site. On a aussi une réflexion pour construire une nouvelle école à Langlais. Donc ça c'est en réflexion. Donc quand on aura des choses tangibles, on pourra présenter auprès de vous déjà et auprès des écoles ce projet-là. Vous imaginez bien que s'il y a une nouvelle école à Langlais, tout l'intérêt d'utiliser le centre de loisirs et derrière d'avoir la cantine à cet endroit-là. Et donc là, le mot mutualisation, il aura tout son sens et on imagine tout de suite les bénéfices en termes de coûts. Donc certes, là, on a peut-être un coût supplémentaire de 11 000 €. Enfin, à terme, on peut se retrouver quand même avec des frais d'investissement bien moindres. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Oui, peut-être quelques demandes de précision. Ça a été présenté effectivement la semaine dernière et je dirais sur l'ensemble. Je trouve effectivement que c'est une opération intéressante puisque ça permet effectivement d'utiliser des locaux adaptés qui sont sur le site de Langlais et dans la perspective du transfert de l'école primaire à terme sur le site de Langlais, effectivement, ça me paraît... En tout cas, c'est une possibilité, oui, aujourd'hui. Ça me paraît, dans cette éventualité, effectivement pertinent.
Simplement 3 petites questions. Est-ce qu'il y a eu quand même une concertation avec les équipes enseignantes par rapport effectivement à l'évolution, notamment l'impact sur les enfants? Est-ce que je peux répondre aux Deuxième questions question. Est-ce que je peux répondre aux questions au fur et à mesure? Parce que j'ai toujours peur d'oublier une question. Désolé. Donc il y a eu en effet des échanges entre la commune, en particulier ces derniers temps avec Jean-Michel Gaudin, avec les écoles. Donc elles sont au courant et elles trouvent cela très bien. En plus, j'ai pu quand même déjà évoquer les possibilités qu'il y aurait s'il y a une nouvelle école à l'anglais. Donc oui, bien entendu, ça a été vu avec eux, en leur rappelant quand même que c'est un service communal. Donc c'est quand même la commune qui gère ce service. C'est pas un service scolaire. Lorsque les enfants sont dans le cadre périscolaire, ils sont sous l'autorité de la commune, des agents communaux, et non pas des enseignants. Donc je veux juste faire cette précision. Je vous laisse continuer, excusez-moi. Oui, pardon. Deuxième point, est-ce qu'on envisage, le cas échéant, une année expérimentale, ou est-ce que lorsque la décision est prise, elle est prise, et puis effectivement on fait le transfert, et le nouveau dispositif s'applique dès l'année prochaine et pour les années suivantes, et si c'est le cas, je suppose qu'il y aura une évaluation qui sera faite après 1 an pour voir effectivement la perception et tirer les enseignements d'une première année, enfin je suppose. Voilà, ensuite, dernier point sur effectivement le surcoût, donc qui est de 11 000 €, qui est effectivement, je dirais, significatif, mais au regard des avantages, ça me paraît effectivement, de mon point de vue, effectivement intéressant. C'est pas à titre expérimental, hein, c'est vraiment une volonté là. C'est-à-dire que derrière l'espace de l'anglais, là, si on se passe sur un temps long et de manière globale, on est dans une logique. Donc peut-être, on a réfléchi à cette possibilité d'une nouvelle école. Il y a quand même le réaménagement de la rue Flandre-Dunkerque, la sécurisation de cet espace. Il y a les travaux au niveau des infrastructures sportives. Donc on est vraiment dans un projet d'ensemble. Donc l'idée, c'est pas de faire du va-et-vient. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un espace qui a été bien pensé dans les années 70, l'espace de l'anglais, clairement. Un espace qui est bien structuré. Et là, en gros, c'est de lui redonner, de s'appuyer sur ça et de lui redonner un nouveau dynamisme et de le réinscrire avec les besoins actuels de 2021. Profiter de cet espace. Donc on n'est pas dans une logique pour que ce soit temporaire. Après, comme je serais tenté de dire, n'importe quelle politique publique, n'importe quelle action publique, il y a forcément un bilan au bout d'1 an, et je pense que l'analyse, finalement, elle se fait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y aura des réajustements finalement à faire. Vous voyez bien, déjà, en l'espace d'1 semaine, on pensait changer les tarifs dès le mois de juin, et finalement, en échangeant, on s'est rendu compte que ça serait peut-être mieux d'attendre le mois de septembre et prendre le temps. Donc on est bien entendu dans cette logique de prendre le temps de faire les choses. Tu disais que tu avais donné l'information aux instituts pour avoir leur point de vue, mais à la limite, c'est pas eux qui gèrent le périscolaire, évidemment, mais du coup, les animatrices et animateurs, parce que je crois qu'il y a un garçon maintenant, est-ce qu'ils ont, à mon avis, été consultés? Et est-ce qu'ils ont été consultés avant de prendre la décision, ou est-ce qu'ils ont été partie pris dans la décision? Vas-y. Les animateurs, en fait, sont porteurs du projet. L'information avait été donnée au niveau des instituts, qui sont plus que favorables d'ailleurs, en accord avec ce qui avait été proposé. Et en fait, c'est les animateurs qui ont mis en place, qui ont été porteurs du projet, nous l'ont présenté, et auquel nous, on a ajusté ce qu'on souhaitait et ce qu'on ne souhaitait pas. Et une chose que je n'ai pas précisée, c'est que bien sûr, on attendait ce soir le conseil, et il y allait avoir bien sûr une information sur tous les parents qui utilisent la garderie pour la rentrée, à savoir les nouveaux lieux et les commodités pour pouvoir... Oui, puis on imagine bien que ça va être beaucoup plus confortable pour les animatrices et animateurs qui sont chargés du périscolaire. Ah ben oui, complètement. C'est une belle idée, ouais. Donc c'est pas une idée du groupe, c'est vraiment ça, en fait. c'est les animateurs qui ont eux travaillé sur ce sujet-là. Ouais, donc c'est d'autant plus valorisant parce que c'est leur travail qu'on est en train de valider. Ok, merci. Puis finalement c'est plus confortable pour nous aussi, parce que finalement c'est eux qui gèrent. Et après c'est pareil, ça s'inscrit dans une démarche globale,
Parce que là, dans les conseils d'école, j'ai demandé en tant que maire, parce qu'elle relève donc de la collectivité, est-ce qu'il y ait une ATSEM présente au conseil d'école et c'est pareil à l'école élémentaire au niveau de la cantine. C'est-à-dire que je suis vraiment dans cette logique-là. Parce que le souci, c'est qu'autrement, il faut vraiment qu'on ait absolument tous les points de vue. Donc c'est pas juste de l'affichage, quoi. C'est vraiment une logique. Et il y a vraiment une volonté de s'appuyer sur ces personnes. D'autant plus qu'on a de la chance parce que elles sont force de proposition. Donc c'est important. Parce que c'est pas forcément toujours le cas dans toutes les collectivités, là encore. Non, et je souligne l'initiative de faire venir les ATSEM sur le conseil d'école, parce que ça avait été longtemps demandé et sans réponse, jamais. Donc bravo, merci. Tout change. Henri tout seul. Pardon, excuse-moi Henri, pardon, Non, je suis désolé. Simplement pour dire que cette démarche est tout à fait positive, d'utiliser d'une part une partie des locaux de la communauté de communes. Déjà, ça permet d'utiliser cette structure quand même. Donc voilà. Et puis rassembler les enfants des deux écoles, je trouve ça tout à fait positif, dans un lieu qui lui-même est neutre. Et également donc ensuite 11 137 € de coûts supplémentaires ne nous dérange pas du tout, puisque en fait la démarche est positive, et aussi à terme, dans un terme disons 25 ou 26, j'en sais rien, ce projet d'école publique, maternelle, primaire sur les lieux, de fait réduira ce coût, en fait. Donc quelque part, en termes d'investissement, ça amortira dans le temps ce coût. Mais un petit rappel pour l'histoire, parce qu'il y a quelquefois des rendez-vous avec l'histoire qui sont, à mon avis, ratés. Et pour ceux qui ont déjà un mandat assez long, Catherine, peut-être te souviendras-tu, lorsque l'espace de l'Anglais, qui est devenu un espace de maison individuelle, la commune aurait pu peut-être se réserver un espace dans ce lieu proche du collège pour aller vers ce projet. Parce que ce projet, maintenant, il est géographiquement où il sera localisé, à côté du service de la Comcom, donc cet espace qui est encore libre, je crois. Voilà. Donc, mais effectivement, moi, je crois que là, il y avait une opportunité à l'époque, moi, je n'étais pas encore un élu, mais de préempter, de réserver un espace qui aurait été aussi... voilà. Après, nous soutenons ce projet. Après, parce que cette réflexion, elle a eu même eu lieu, hein, Catherine pourra rajouter si tu veux, mais elle a même eu lieu dans le précédent mandat, parce que je veux dire, quand tu commences à faire des travaux sur un bâtiment qui est assez ancien, la question elle se pose forcément. Mais toute la question était, faut faire attention de ne pas dévitaliser ce centre, bourg. Et donc l'école, là j'ai dit c'est bien une possibilité, c'est pas acté, c'est une possibilité. Si ça se fait à l'anglais, il faut qu'il y ait un contre-projet derrière pour l'ancien bâtiment, parce qu'autrement tu affaiblis encore plus le centre-bourg. Là, un peu plus tard que cet après-midi, on était avec Maïté là, à visiter 2 logements qui ont été faits dans l'ancienne école de l'île d'Elle. Donc avec un bailleur privé qui s'appelle Solia. Là, on les voit début juillet pour faire une 30aine de logements intergénérationnels à l'intérieur de l'ancienne mairie. Si, normalement, ça les intéresse, je pense que ça va aller. Mais s'il n'y a pas de contre-projet au niveau de cet espace, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait tout. C'est-à-dire qu'il faut à la fois la sécurisation des enfants, redynamiser, donner un nouveau souffle finalement à l'anglais, et aussi amener un nouveau souffle dans ce centre-bourg, parce que il faut amener des nouvelles populations dans ce centre-bourg, parce que on a de la chance, on a un bâti architectural qui est très joli à Saint-Hermine, qu'on n'a pas finalement dans d'autres communes. Lorsque RCF est venu m'interviewer il y a 2-3 mois là pour faire une présentation de la commune, c'est la première remarque qu'il m'a faite. Parce qu'il a l'habitude de circuler dans d'autres communes, on a cette chance-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait tout ça ensemble. C'est pour ça que j'ai bien dit, pour l'instant, c'est une possibilité. Il n'y a rien d'acté dans le marbre. Et quand je parlais de choses tangibles, c'est bien tout ça. Il faut qu'il y ait tout ça, finalement, pour que... C'est systémique, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une vue globale.
Donc voilà. Donc vous voyez bien que le service périscolaire, ça va bien au-delà simplement du périscolaire. Est-ce que là, du coup, il faut qu'on vote aussi, j'imagine? Oui. Donc est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour les enfants herminois. Tarification périscolaire, donc ça a été supprimé. Affaires réglementaires, donc jury criminel 2022. Ne vous inquiétez pas, on va arrêter personne là. Il s'agit de tirer au sort donc 6 personnes sur la liste générale des électeurs de la commune, donc prévue par le code électoral, article L17. Donc il va y avoir un premier tirage au sort qui donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs et un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré, comme d'habitude. Alors d'habitude on fait toujours les deux plus jeunes. Alors je me suis dit, bon, on va changer, on va faire avec les deux plus sages de l'Assemblée. Comment? Donc parmi les plus sages, le plus grand sage de cette Assemblée c'est Henri. Et le deuxième plus grand sage, c'est Jam, normalement. Donc on va partager les numéros. Mettez bien vos micros pour qu'on vous entende. On commence. Allez-y, c'est parti. 67. Bon, j'en fais confiance. 67. Page Jean-Michel. 67. Faut que je le fasse, moi, c'est ça? Moi, je vais le faire, ça va m'occuper. Donc, page 67. 67 et... Ligne 14. Donc, Revelot, Bâti, Jacqueline, André Morissette. Oui, elle a plus de 23 ans. Oui. Je continue. Non, c'est Jean-Michel qui me demande, parce qu'a priori, il faut avoir plus de 23 ans, donc je viens de l'apprendre là, c'est pour ça. Ah d'accord. Je confirme. Hein. Il n'y a pas d'âge maximal, non? Non. Vas-y. Page 70. 70. Ligne 8. Madame Ruot, Charnollet, Cécile. D'accord. 40. Page 40. 40. 6. Ligne 12. Monsieur... non, pardon. Excusez-moi. Madame Henri Aline. Donc là, c'est bon aussi. Page 15. Oui. Ligne 16. 23 ans, ça marche pas. Ce sera en mois de décembre. Ça marche pas. On retire. Ouais, ça marche pas. Faut retirer. Je retire une page. Oui. 14. Ligne 18. Monsieur Marc Boyer. C'est bon. Ah oui. Page 73. Ligne 19. Tu vas trop vite. Ni 19, c'est bon. Monsieur Georges Thibault. Enfin, Thibault, c'est le nom de famille. Et Georges, c'est le prénom. Voilà. Et enfin, page 60. 60. Ah oui, merde. C'est bon. Ligne 13. Monsieur Jean Perraudot. On doit être au compte, là. On en a 6 normalement. T'es bon? Bon, mais parfait. Donc on va passer au point 8, l'organisation du... Je vais peut-être attendre Jean-Michel. Ah oui, c'est que vous récupérez les petits jetons. Je vous laisse faire.
Donc point 8, organisation du temps scolaire. Donc là en fait c'est quelque chose qui existe déjà, mais il est nécessaire en fait de... c'est en fait on nous a là c'est la direction académique qui nous a demandé de revoter en fait pour bien confirmer qu'on gardait la semaine de 4 jours. Voilà. Donc là en fait il n'y a pas eu de débat ou il n'y a pas eu de demande finalement de la part des enseignants. Il y a juste eu une alerte de la part des enseignants pour nous dire qu'il fallait qu'on revote pour bien confirmer en fait cette semaine des 4 jours. Donc la direction académique, comme je vous le disais, demande aux collectivités et aux conseils d'école de statuer définitivement sur leur choix d'organisation. Donc étant donné que le conseil d'école est le 22 juin de tête, il faut qu'on vote avant. Donc il faut qu'on se prononce, de savoir si on maintient les heures d'enseignement scolaire hebdomadaire sur 4 jours et si on confirme les temps scolaires suivants à compter de la rentrée 2021. Donc en élémentaire, 8h50, 11h50 pour le temps scolaire, 13h20, 16h20 pour le temps scolaire. Et pour la maternelle, 9h, 12h pour le temps scolaire, 13h30, 16h30 pour le temps scolaire. Il y a 10 minutes de décalage étant donné que les deux écoles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc on va passer à la dernière partie, aménagement du territoire, donc vente de terrain, donc le lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc vu la délibération du 11 décembre 2019, fixant le prix de vente des lots du lotissement Les Coteaux du Magny 2, conformément à l'avis du domaine à 54 € TTC le mètre carré, vu l'arrêté du permis d'aménager, donc numéro 085 223 18 F 0002 du 13 novembre 2020, autorisant de différer des travaux de finition et autorisant la vente des lots par anticipation, il est proposé donc au Conseil de valider les ventes de terrain suivantes dans le lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc pour le lot numéro 11, je vais demander à Bernard de sortir. Donc lot numéro 11 d'une superficie de 473 mètres carrés avec comme acquéreur Madame Martine Borgé. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Tu peux Bernard aller chercher Bernard. Bon, voilà. Lot numéro 12, donc de 605 mètres carrés. Donc acquéreur Monsieur Richeux Franck et Madame Do Sabrina. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Non. Okay. Lot numéro 15 et le numéro 16, donc 977 mètres carrés. Acquéreur Monsieur et Madame Drapeau Jean-Louis. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Et donc Catherine, si tu veux bien sortir. Lot numéro 17 de 436 mètres carrés à Monsieur et Madame Poupée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non. Lot numéro... Ah oui, pardon. Va chercher Catherine, s'il te plaît. Merci. Lot... Enfin, je vais attendre que tu t'assoies quand même. Lot numéro 21 et lot numéro 22. 973 mètres carrés. Donc à la SCI Angino. Est-ce qu'il y a des oppositions, pardon, et des abstentions? Non, je vous remercie. Le numéro 23, 508 mètres carrés, à Monsieur Angino Maxime. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Le numéro 30, 406 mètres carrés, Monsieur Brice Barthaud. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Voilà. Donc c'est vrai que ça ne se faisait pas avant. C'est en fait... en se renseignant en faisant des formations, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux passer en fait la vente de ces terrains directement au conseil municipal. D'autant plus, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est tout. Donc voilà, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non? Non, ça a été retiré. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Autrement, on passe au point suivant. Subvention au titre du passeport pour l'accession. Donc, vu la délibération numéro 2017-02-08 du 1er février 2017. Donc ça, c'était dans l'ordre du précédent mandat, portant mise en place d'une aide financière attribuée dans le cadre d'un passeport pour l'accession géré par l'ADIL. L'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie. Conformément à la délibération approuvant la cession du lot 30 du lotissement Les Coteaux du Ménil 2 à M. et Mme Barthaud, compte tenu de la notification de l'ADIL attestant que M. Barthaud remplit les critères d'éligibilité, donc prêt à taux zéro et primo-accédant, il est proposé de lui octroyer une prime de 1 500 €, cette prime étant doublée par le conseil départemental de la Vendée. Donc ça, on avait été rentré dans ce dispositif lors du précédent mandat, et là, on a une demande qui rentre dans ce dispositif. Est-ce qu'il y a des oppositions? Précision, c'est la première fois que la première commune fois. donc, est sollicitée. D'accord. Tout à fait. Et je pense qu'avec le temps, ça va être de plus en plus le cas, parce qu'au niveau de la communauté de communes, on travaille quand même à la mise en place d'une politique de l'habitat, un PLH, et donc du coup, forcément, il va y avoir une coordination à l'échelle de la communauté de communes, ce qui va permettre aux gens de poser leurs questions, et du coup, ils vont plus savoir des aides dont ils peuvent bénéficier. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'opposition particulière, pas d'abstention. Je vous remercie. Je lis pas tout ça. C'est bon. Ok, ça c'est bon. On passe donc à la vente d'une parcelle ZS numéro 424. Je suis désolé Catherine. Donc Madame Catherine Poupée, enfin Monsieur et Madame Catherine Poupée étant intéressés à l'affaire, donc ils sortent de la salle et donc ne prennent pas part au débat ni au vote. Donc j'informe le conseil municipal que les acquéreurs du lot 17 du lotissement du Magny souhaitent acheter à la commune une bande de terrain jouxtant ce lot et appartenant à la commune. Il s'agit de la parcelle cadastrée CDS 424 de 84 mètres carrés. En fait, c'est des liaisons douces, mais là, c'est une impasse, en fait, en gros. Donc, ça n'y aura pas de liaison douce à cet endroit-là. Donc, considérant que cette parcelle n'est pas intégrée dans le périmètre du lotissement, mais qu'elle augmentera la surface du lot de 84 mètres carrés, l'avis du domaine a été demandé. Le domaine a estimé ce terrain à hauteur de 47 € le mètre carré, comme le lotissement, finalement. Ce qui est logique, hein. Mais on a préféré demander au domaine, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je demande au conseil de délibérer à ce sujet, considérant que la commune n'a pas l'utilité de cette parcelle. Et je veux savoir simplement si vous êtes d'accord pour vendre cette parcelle à 3 948 €. Philippe, je crois qu'il n'y a pas de TVA sur cette... Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de TVA. En fait, cette parcelle n'étant pas dans le périmètre de lotissement, les opérations comptables afférentes s'effectueront au budget principal de la commune sans TVA. Voilà. Mais bon. Cette parcelle est en limite d'une voie, là, je crois, non? Non. Non, donc c'est sans issue. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, tu peux faire une liaison douce, mais courte, là. Ah oui, carrément. Oui, d'accord, je comprends. Donc voilà, c'est pour ça. Du coup, autant en profiter, là. Il y a la vente de la parcelle, donc autant tout faire maintenant. Parce que parfois, ça met du temps, ces petites ventes de parcelles. Donc autant le faire dès le début. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Si tu veux, Bernard, aller chercher Catherine, s'il te plaît. Alors, modification d'une délibération de cession foncière au profit de Sud Vendée Littoral. C'est la 3e fois, je crois. 3e fois. On dit jamais 203. Donc en gros, il s'agit des deux parcelles qui... Enfin, je relis tout. Peut-être. Peut-être pas. Je relis. Il s'agit des deux parcelles qui se trouvent zone des Nous, qui étaient destinées à la vente là pour Monsieur Micot, qui est une entreprise sur Saint-Hermine. Sauf qu'on avait pris une première fois la délibération, sauf que c'est pas la commune qui peut vendre les parcelles, parce que comme ça touche la zone des Nous, donc c'est dans la zone, c'est deux parcelles en zone économique, et donc du coup, comme la compétence économie est au niveau de la communauté de communes, on ne peut pas vendre ces parcelles. Donc du coup après, c'est passé à la communauté de communes, donc jusque là,
pas de souci. Mais finalement, il y a la nécessité d'apporter le réseau d'assainissement collectif à proximité d'une des 2 parcelles. Et compte tenu du coût, ces travaux ne sont pas prévus dans l'immédiat. Dès lors, seule la parcelle ZS 508 d'une superficie de 1300 m² peut être cédée. Donc M. Micot est au courant. Donc on est obligé de reprendre une délibération pour revendre le terrain à la communauté de communes pour qu'après le travail se fasse. Voilà. Donc c'est... Oui. Simplement une question sur la nécessité d'apporter le réseau d'assainissement collectif. C'est quoi? C'est une exigence de la communauté de communes? Non, c'était la personne. réglementaire? Non, c'était... en fait, c'était plus la... Si, c'était... Jean-Michel, vous l'avez eu au téléphone. Alors, c'est qu'il en avait l'utilité. Et c'est réglementaire également, puisque la communauté de communes souhaite vendre en fait, des terrains qui sont entièrement viabilisés. Oui. Donc voilà. Donc du coup, il est au courant, il achète qu'une seule parcelle et... Oui, s'il s'agit de locaux techniques, en principe, il y a toujours vestiaire et puis de quoi aussi à se laver, se doucher. Donc je crois que c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir l'assainissement collectif. Donc voilà. Donc il n'y a toujours pas de... Alors je ne sais plus ce qu'on avait voté. S'il y a des oppositions, des abstentions. Donc je vous remercie. Et donc on passe au dernier point. C'est ça? Ouais, c'était rapide, hein. Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations accordées à Monsieur le maire. Alors, décision du maire du 18 mai 2021 concernant l'acceptation d'un sous-traitant pour la réhabilitation d'un bâtiment en espace culturel et associatif. Donc, c'est dans le cadre du lot de R2B2. Une déclaration de sous-traitance a été acceptée pour l'entreprise MCBAT pour un montant de 13 260 € hors taxe. Et arrêté du 31 mai 2021 concernant les travaux de voirie 2021, la tranche ferme, l'attribution de la tranche ferme. Le marché a été attribué à l'entreprise Eiffage pour un montant de 124 191,36 € TTC. Donc l'ordre du jour est terminé. Est-ce qu'il y a des questions diverses, des remarques? Non. Ah, Monsieur Jacquier. Une demande d'information simplement. On avait vu au conseil municipal précédent des observations de la commune sur le projet de PLUI. Je voulais simplement savoir sous quelle forme ces observations avaient été portées à la communauté de communes, enfin à la commission d'enquête. Est-ce que c'est sous forme d'un courrier ou sous forme d'une observation sur le registre d'enquête? Sur le registre, je crois bien. C'est ça, c'est sur le registre, ouais. C'est sur le registre. Et vous me faites penser à autre chose lors du dernier conseil municipal. On avait voté pour une nouvelle adjointe, donc Marie-Thérèse Guinaud. En fait, je me suis rendu compte le soir du conseil que j'avais pas donné les délégations. Ouais. Donc délégation, donc je peux te laisser la parole, c'est comme tu veux. Donc aménagement du territoire, donc urbanisme et la gestion des cimetières. Et en conseiller délégué, parce que ça je l'avais pas donné non plus. Donc c'est Sandrine Baudry, donc au niveau de la gestion des espaces publics. C'est-à-dire qu'en gros, la vision globale de l'aménagement, donc ce sera Marie-Thérèse, bien sûr en lien avec Sandrine Baudry et le comité consultatif et les élus, qui font partie de ce comité consultatif. Le côté plus opérationnel, proprement dit, d'aménagement de ces espaces publics. Donc par exemple le parc Gabory, le parc Gralpoix, une aire de camping-car, par exemple. Ce sera Sandrine. Voilà. Mais j'avais complètement zappé la dernière fois de le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je vous souhaite une bonne soirée.